Et Jules Bernard, lui, c'est un exemple extraordinaire, c'est peut-être un des derniers exemples de ces contradictions que la médecine du XIXe siècle va encore devoir gérer. Jules Bernard Luys, pour le dire en quelques mots, est né à la fin des années 1820. Il fait des études brillantes de médecine et il s'intéresse à la neuroanatomie. Donc on ne peut pas faire discipline plus matérielle et plus méticuleuse. Il découpe les cerveaux en morceaux et il décrit des centres nerveux. Et d'ailleurs, il y a encore des centres nerveux dans le cerveau qui portent le nom de Luys parce que c'est lui qui les a décrits. Il gravit les échelons de la hiérarchie hospitalière. Il devient chef de service à l'hôpital de la Salpêtrière avec comme autre chef de service en face de lui, Charcot lui-même. Donc c'est un des hauts lieux de la neurologie naissante au XIXe siècle. Et à un moment donné, Luys, comme Charcot, s'intéresse à l'hystérie, qui est la grande maladie du temps. Pour explorer l'hystérie, il va recourir à l'hypnose, et à partir de là, leurs chemins divergent. Parce que très rapidement, Charcot ne s'intéresse plus trop à l'hypnose, pense qu'on ne peut rien en tirer, alors qu'au contraire, Luys pense que l'hypnose est un moyen puissant de traitement de l'hystérie et peut-être d'autres maladies. Et il va pendant plusieurs années à l'hôpital de la Charité où il finit sa carrière, entre 1885 et 1893. Il va faire des expériences sur des hystériques qu'il met en état d'hypnose et chez qui il transfère des symptômes ou chez qui il fait apparaître des symptômes à l'aide de tubes de verre dans lesquels il a enfermé des substances qui, par simple contact contre le front ou le bras ou la poitrine de ces patientes, suscitent des réactions qu'il décrit de façon extrêmement minutieuse avec des protocoles expérimentaux. On voit donc la volonté de rendre scientifiques des phénomènes qui jusque-là étaient considérés comme des phénomènes soit de pure simulation, soit des phénomènes qui échappent à la science. Il va faire ça pendant des années, en publiant même des résultats sur l'action à distance des médicaments, dans un haut lieu de la médecine hospitalière du temps. Bon, jusqu'en 1887, où un rapport accablant de l'Académie de médecine met gravement en cause sa méthodologie et va malheureusement, pour les dernières années de sa vie, ruiner définitivement sa réputation. Mais ce qui est intéressant, c'est de bien voir que c'est l'époque 1895, par exemple, où dans un laboratoire en Allemagne, un soir, dans son laboratoire de physique, un Allemand met en évidence un rayonnement qui traverse les murs et qui, de l'autre côté d'un écran opaque, peut impressionner une plaque photographique. Alors, il ne sait pas ce qu'il vient de découvrir, et comme il ne le sait pas, il appelle ça les rayons X. Évidemment, c'est Röntgen, il vient de faire une découverte fabuleuse, mais vous pensez bien que notre papuce s'empare de ça et dit, vous voyez bien, il y a des rayons qui traversent les murs. Alors, si les rayons traversent les murs, pourquoi les fantômes ne traverseraient-ils pas les murs? Pourquoi les ectoplasmes ne traverseraient-ils pas les murs? Pourquoi l'influence fluidique des médicaments ne traverserait-il pas les murs? On est dans une période, en fait, intermédiaire où les concepts et les théories de la science moderne ne sont pas encore constitués parce qu'on observe des phénomènes. Et on ne sait pas encore comment étiqueter ces phénomènes, comment les hiérarchiser et surtout comment en rendre compte sur un plan théorique. Et la médecine, comme d'autres domaines de l'activité humaine, a été le lieu de projection électif et parfois un peu spectaculaire de ces contradictions qui se résoudront au début du XXe siècle.